à tous ceux qui sont connectés et abonnés à la page Reningono certifié. Oui, certifié, je le dis bien, parce que grâce à vos signalements, la fausse page qui était Reningono officielle, pour du moins, a dû changer de nom. Et même s'il y a une autre fausse qui est en berne, merci donc pour le travail d'éveil et surtout des signalements que vous avez eu à faire auprès de Facebook par rapport à ces usurpateurs qui ont pris mon nom pour se lancer à des scènes d'escroquerie, à des campagnes de détournement. Et je salue tout le bataillon des fourmis maillants et bien sûr aussi les lecteurs du journal panafricain www.coupfranc.com. Et bien sûr, puisque la nouvelle année va bientôt commencer, de façon anticipée, tout en souhaitant que nous puissions traverser cette étape, j'annonce aussi que 2022 aura bien sûr les deux événements, ou alors un événement que vous attendez, que certains attendent, et qui risque d'être très chaud, la canne qui pourrait être amère ou sucrée, c'est selon. Mais une autre canne qui va faire l'unanimité, parce qu'au moins ça va aussi se passer ici, ce sera le 3 avril 2022, donc on va appeler ça la canne des influenceurs et des humoristes, avec un plateau bien corsé qui va faire de telle sorte que chaque pays africain puisse envoyer un des siens pour que ce domaine-là de la culture, également qui est en train de se développer à travers des réseaux sociaux, puisse aussi avoir une plage pour ces trophées qui seront donc, je le dis bien, à Paris. Et bien sûr, entre autres, vous aurez des grands humoristes comme Brigiani, qui sera du côté, enfin, qui sera le représentant, par exemple, du Congo, et pas seulement que lui, puisque vous aurez aussi Phil Darwin, que vous écoutez souvent sur Africa numéro 1, et bien sûr, Patson, qui sera bel et bien là, et bien sûr, vous aurez d'autres noms, tels que, par exemple, Fleur de Lille, qui va représenter le Cameroun, oui. Elle sera bel et bien là. Ah ouais, la reine des abeilles. Elle sera bel et bien là. Et du côté de la Côte d'Ivoire, vous aurez aussi Coach Amonchik, qui sera bel et bien là. Avec bien sûr d'autres, que ce soit le Maghreb, qui seront bel et bien là. Et j'ai dit que je vais vous donner des informations, plus l'événement va approcher. Mais pour l'instant, nous sommes encore en 2021 et nous espérons que nous pourrons traverser cela dans de bonnes conditions. Et pour des conditions, eh bien, tout le monde se pose la question, eh bien, où se trouve donc la préparation de la canne? Où se trouve la construction du stade Paul Biya de ces cannes? Ouvrons-le. Mesdames et messieurs, j'avais donné cette alerte par rapport aux lenteurs. Et même si aujourd'hui, il y a une certitude que le Cameroun va organiser une CAN, nous nous rendons quand même compte de la façon dont l'impréparation sont en train de faire surface, impréparation et improvisation. Manque de professionnalisme, amateurisme criard, vous avez pu le constater ne serait-ce qu'au niveau des aéroports, où, bien sûr, le scandale avec des pompées dégonflées, tels dans une énorme cour de récréation, nous ont été présentés et qui ont fait rigoler le monde entier. Voilà donc l'image du Cameroun qui est écornée. Voilà l'image du Cameroun qui est rapétissée par des responsables pourtant qui depuis 2014 savaient bel et bien que le Cameroun va organiser une CAN en 2019.
Combien de délégations sont déjà au Cameroun? Les Comores sont bien arrivés. Et bien sûr, on va parler de l'Éthiopie. On va parler d'autres délégations qui sont en train d'arriver. Au moins 5 délégations sont déjà sur le territoire camerounais. Mais quelle image! Puisque jusqu'à présent, il y a des coups de brode rampants, vibrants, en discordance, où on ne sait finalement pas qui fait quoi. Le cocaïne étant là pour dire qu'il n'est pas responsable de ces jouets qui ont été installés dans un aéroport. Et en même temps, au moment où on les enlève, eh bien les délégations sont bel et bien là, dans un état, et trouvent nos aéroports, qui sont nos portes d'entrée, dans un état piteux. Combien de fois avons-nous déploré cela? Combien de fois suis-je venu ici dénoncer le directeur général des ADC qui ne fait qu'empiler les mandats alors que la loi le lui interdit? Ona Assoumou a donc montré aussi son incapacité puisque les marchés qu'il gère avec sa femme qui est ici à Paris et qui gagne les marchés au Cameroun sont donc en train de nous revenir sur la face. Ce n'est pas seulement la décoration qui compte, mais c'est même ces aéroports qui apparemment ont été rafraîchis, mais qui dans le fond intérieur représentent presque des porcheries. Je l'avais déjà décrié, pas seulement moi, puisque depuis juin 2018, 15 compagnies aériennes, dont Air France, ou encore Rwandair, et même Ethiopian Airlines avaient déjà décrié l'état des aéroports du Cameroun et avaient porté plainte. 15. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Rien du tout. On a plutôt préféré maintenir le même DG, là, pour que finalement aujourd'hui on se retrouve avec les aéroports qui ont tantôt des troncs d'arbres, tantôt des feuilles de bananier, tantôt des pompées, avec une odeur nauséabonde. Oui, voilà un premier échec. Puisque la porte d'entrée ne représente même pas le Cameroun dans sa diversité. Afrique en miniature, qui est en train de recevoir 24 délégations différentes. Et surtout, des milliers de journalistes qui ont demandé l'accréditation. Qu'est-ce qu'on y voit à la porte d'entrée du Cameroun? Qu'on ne sait ni promouvoir le tourisme, ni l'écotourisme. On est tout simplement là, en train d'improviser parce qu'on ne met pas les professionnels de la profession, excusez-moi de cette répétition, on ne peut pas mettre ceux-là qui sont habilités à faire quelque chose. Oui, les portes d'entrée du Cameroun montrent déjà que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, tout comme le stade Paul Biya ne l'est toujours pas. Au moment où je suis en train de parler, vous vous rendez compte? Pour un stade qui devait être prêt pour la CAN 2019, les travaux continuent. Non seulement on sait qu'on ne pourra plus jamais avoir le multisport, ou alors le complexe sportif comme il le disait, puisque définitivement, le projet de la piscine olympique a été enterré, l'hôtel 5 étoiles avec 70 chambres a été définitivement enterré, on sait qu'il n'y aura plus jamais de supermarché, on sait qu'il n'y aura plus de salle de cinéma, on sait qu'il n'y aura plus un grand musée, on sait qu'aujourd'hui, on attend juste le stade qui pourra peut-être être prêt le jour du match d'ouverture. Sommes-nous sérieux? Oui, vous allez dire, ah oui, à tel endroit, on le faisait aussi. Puisque nous ne prenons que des mauvais exemples. Mais stade, comme me disait prêt pour 2019, n'est pas encore prêt à l'entrée de 2022. À qui la faute? Parce qu'on a changé de groupe et parce que ce qui se passe aujourd'hui est terrible. Oui, le stade
dans son architecture, pourrait bien accueillir la compétition, mais vous vous rendez compte qu'à l'instant même, on n'a pas encore fini la clôture. Oui, même la clôture que la CAF a demandé qui doit séparer le côté de la route avec le parking, eh bien cette clôture est en train d'être bricolée au moment où je suis en train de vous parler. Le côté de la façade est, on est en train de poser les terracostas, donc des formes de briques qui sont presque comme des pangolins également, qui sont en train d'être posées là. On n'a pas encore fini de faire passer les câbles au stade de Paul Biya. Donc, à moins de 9 jours de la compétition, on continue à accélérer les travaux. Oui, beaucoup même dans la panique, ont commencé à trouver, eh bien, des responsables de cet échec. À l'instant où je vous parle, le responsable du gros œuvre, qu'on surnommait El Diablo, il a été remercié et il est rentré déjà en France. Et qui maintenant pour le suppléer? C'est un Camerounais. Sachez, Kouenté est désormais le responsable du gros œuvre du stade Paul Biya. En ce moment, les Camerounais travaillent. Les Camerounais ont des compétences. Mais lorsqu'on voit ceux qui occupent la hiérarchie, mais ce sont des incompétents. Ces gens qui sont venus de Maguil n'étaient même pas des spécialistes dans le domaine. Vous vous rendez compte que monsieur comme Saïd, que tout le monde respecte là-bas, après avoir visité son CV, je me rends compte que c'est un ancien militaire. Il n'était même pas officier. Un simple militaire qui se retrouve dans les travaux des stades, grand responsable au Cameroun. Quand vous regardez des gens comme Emmanuel Copin, c'est un très bon nom français. Mais quand j'ai cherché dans son CV, je me rends compte que sa formation, c'est un ancien serrurier dont les responsables du stade Paul Biya. Il y a 3 anciens militaires. Pas qu'ils étaient responsables, parce que quand on est officier supérieur, certains parfois sont des ingénieurs. Mais ceux-là n'avaient même pas pu faire des études pour y être. Comme par exemple, c'est Saïd. Il ne parvient même pas à utiliser l'ordinateur. Un ordinateur. C'est sa femme qui fait des comptes rendus sur le site des travaux. Quand vous prenez un autre qu'on est en train d'affecter actuellement à Douala pour aller s'occuper de la sécurité, il s'appelle Jérémy. Mais vous dites, qu'est-ce qu'il connaît au juste? Après, on vous dit que c'est un bricoleur. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Mais c'est lui qui va s'occuper. On vous dit qu'il semble qu'il a quand même été dans l'armée de la sécurité. Maintenant, au niveau de Jean Poma, c'est là où il a été affecté. La mafia organisée a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, nous soyons la risée du monde entier, parce que dire que des stades qui devaient être livrés après 15 mois ou 30 mois continuent d'être construits à quelques 9 jours du début d'une compétition. Le repatrage, le replâtrage, le bricolage, on essaie de tout faire pour qu'au moins on puisse jouer le match d'ouverture. Mais ce qui est plus grave encore, c'est ce qui va se passer après la CAN
judiciaires seront engagés contre l'État du Cameroun par Pichini. En effet, Pichini a été délogé par l'État du Cameroun pour faire appel à McGill. Et Pichini avait laissé sur place ce qu'on peut appeler les conteneurs. Et en ce moment, les conteneurs de Pichini qui sont sous-scellés sont en train d'être vendus par les mafieux responsables de McGill. Ils sont nombreux, en complicité avec certains Camerounais, et même du ministère des Sports, puisqu'il y a par exemple Zanga, qui est impliqué dans la vente de ces conteneurs. Et il y a un Français d'origine portugaise, on l'appelle Luciano Oliveira, grand trafiquant, grand mafieux également, qui est impliqué avec, bien évidemment, il utilise son chauffeur, Beauclerc, pour faire sortir des conteneurs. Ces conteneurs sont vendus à 1 million, entre 1 million et 1 100 000 francs. Des conteneurs qui sont sous-scellés. Et comme ils sont en train de se débarrasser, ils savent que la canne commence bientôt et ils ne seront plus là, ils vont partir. Ils liquident les conteneurs qui n'appartiennent ni à l'État du Cameroun, ni à McGill, ni à rien, encore que McGill n'existe plus. Vous vous rendez compte? Ils ont changé de nom. McGill est devenu FEMA. FMA. FEMA, ça veut dire que FEMA. Il fallait qu'ils s'appellent une fois FEMA. Donc, une société est venue. Elle a gagné un marché en se passant pour McGill. Pour finir le marché, cette société s'appelle désormais FEMA. Avec les mêmes employés, avec le même cahier de charges. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Et ils font venir des nanas comme Vanessa. Elle est venue de Bafoussam. Oui. Monsieur le ministre, moi les combis. Vous avez passé combien de nuits? Puisque chez vous, que ce soit les femmes qui ont les salons de coiffure ou bien les influenceuses, notre ministre des Sports en Galipette, il est spécialiste de ça. Voilà donc aujourd'hui les conteneurs qui sont vendus ou qui sont offerts à Vanessa de Bafoussam. Moi les combis. Qu'est-ce que Vanessa a à gagner les conteneurs de Pichini? Et puis à votre ami, Djibril, qui lui aussi a gagné les mêmes marchés. On liquide, on fait semblant de vendre, mais un conteneur à 1 million sans appel d'offres. Voilà comment est-ce que notre pays fonctionne. Et vous voyez, des gens comme les Moué Kombi, c'est eux qui se disent patriotes. Parce que la canne est sucrée pour eux. Depuis qu'il est arrivé au ministère des Sports, vous constatez comment est-ce que son village s'est transformé en une villette, dans une île abandonnée, où il a conçu des châteaux. Et il y a 30 véhicules parqués chez lui au village. Et il y a 9 grosses cylindrées parquées chez lui à Yaoundé, derrière la SNH. Non, on l'a certifié. Moi, les combis est devenu riche, de telle sorte que, d'ailleurs, je vous avais parlé d'un scandale où il avait enfermé un de ses cuisiniers parce que le cuisinier aurait soustrait 160 millions dans ses coffres forts. Moi, les combis a 3 coffres forts chez lui, un ministre de la République. Et il déclare qu'on a volé des millions chez lui. Est-ce que le salaire de moi les combis lui permet d'avoir autant d'argent chez lui? Voilà donc des bandits. Et on applaudit. C'est eux qui disent qu'ils aiment le Cameroun. La canne orale,
sont en train de s'enrichir. Par vous, le peuple. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de gagner. Moi, les commis, avec tous les bandits qui ont eu assez sucré derrière la canne, eh bien, personne. Personne n'est inquiété. Tous sont en liberté. Tous se pavanent. Tous ont déjà assuré leur vie, la vie de leurs copines, la vie de leurs enfants, de leurs arrière petits-enfants. Derrière une canne qui ne se jouera que pendant 30 jours. Mais qu'est-ce que nous aurons comme image? Puisque aujourd'hui, on se rend compte que les premières délégations qui sont arrivées sont déjà déçues. Yaoundé, depuis 2 jours, des quartiers entiers n'ont pas d'électricité. Dans des hôtels. Et il y a des joueurs qui sont obligés d'utiliser maintenant des feuilles de cahier pour se donner un peu de ventilation. Coupure d'électricité. En Limbe, c'est très grave. Soit dans le noir. Mimboman dans le noir. Beaucoup de gens sont incapables de me suivre pendant ce direct à Yaoundé. Parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Vous vous rendez compte? Vous faites venir les gens chez vous. Vous vous attendiez à une canne. Et ils disent maintenant qu'ils sont en train de faire des travaux d'aménagement pour que l'électricité fonctionne bien. Donc c'est au moment où les délégations arrivent au Cameroun que nos dirigeants se rendent compte que nous avons un problème de délestage. C'est quelle honte ça? Les a-t-on arrêtés? Paul Biya ne nous a-t-il pas parlé des grandes réalisations, des grands projets, des grands barrages hydrauliques? Mais attendez! Qui ignore des barrages qui ont coûté 500 millions, 500 milliards, voulais-je dire, comme l'Ompangara. Qui ignore le barrage de Donson, qui a coûté 375 milliards. Et puis, l'autre grand barrage, 940 milliards. C'est où? Où est l'électricité? Où est l'électricité à Yaoundé? Qu'on soit actuellement obligé de rafistoler, que les hôtels tournent maintenant avec des groupes électrogènes pour une canne qu'on attendait. Et c'est pour ça qu'on nous disait, présenter des stades, c'est bien beau. Mais il y a tout ce qui est à côté. Où est de l'eau? Où est de l'eau? Où est l'électricité? Comme je suis en train de le dire. L'eau sort rouge dans les robinets. Et vous croyez que les gens qui sont en train de regarder ça, les autres délégations, vont dire que tout se passe très très bien? De l'aéroport, en allant par l'hôtel, déjà nous sommes sur 2 échecs. L'eau, 3e échec. On dira que les stades étaient beaux, même comme ils sont toujours en construction. Toutes ces choses, c'est l'image du Cameroun qui en pâtit.
Ce n'est pas nous qui salissons l'image du Cameroun. C'est ceux qui sont supposés, justement, présenter une image agréable du Cameroun qui traîne le Cameroun dans la boue. Puisque si l'eau est boueuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire au monde entier? Que l'eau du Cameroun est sucrée, qu'elle est pimentée, que c'est une spécialité, que c'est un nouveau repas qu'on vous sert à partir des robinets. Et puis, nous avons autre chose. Avec Yaoundé qui connaît l'insécurité. Yaoundé est-il prêt? Quand on nous fait comprendre que l'axe présidentiel qui conduit à étudier, que ce soit les Tongolo et consorts, que les agressions se multiplient aujourd'hui. Et que les taximans vous disent même qu'à partir de 22 h, ils ne peuvent plus transporter les gens. Voilà la capitale politique qui est en insécurité. À quelques jours de l'ouverture de la CAN, on reçoit des témoignages qui sont quand même assez effrayants pour notre pays. Et bien sûr, il faut savoir que la grande peur est aussi là, avec la guerre. Le Cameroun est en guerre. Ne l'oublions pas. Il y a des pans entiers de notre pays où on ne peut pas mettre pied. Et les menaces ne font que s'accentuer, s'ajoutent les unes sur les autres. Chris Anou, une fois de plus, a écrit aux délégations des équipes qui doivent venir à la CAN et particulièrement qui doivent jouer dans les régions anglophones. Ils appellent Victoria et Buea. Donc pour eux, c'est l'Ambazonie. Et ils ont alerté ces équipes-là que vous ne serez pas en sécurité. C'est vrai que nul ne peut souhaiter que les étrangers soient pris à partie. Mais nous, en tant que journalistes, on ne peut pas aussi cacher. C'est pas moi qui s'en. Je ne suis jamais parti attaquer les anglophones. Ce n'est pas moi qui ai provoqué la guerre en Irak. Ce n'est pas moi qui ai provoqué la guerre à Tripoli. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ceci et cela, mais j'ai le devoir de rendre compte. Et quand il y a des menaces, j'ai aussi le devoir de rendre compte, même dans mon propre pays. Quand ça nous dit que les Ambazoniens ne veulent pas de calme chez eux, je me dois de le dire au peuple camerounais, au monde entier, parce que c'est des avertissements qui ne peuvent pas être pris à la légère lorsqu'on connaît les atrocités qui se font là-bas. Les gars a-t-il réussi à finir la guerre là-bas? Non. Bien au contraire. Chaque jour qui passe, il y a des morts. Et quand on aura des délégations, qu'est-ce qui se passera? Oui, ne serait-ce qu'à Limbe, nous aurons certainement la Gambie. Nous aurons nos amis du Mali. Oui, on aura la Mauritanie. Puis, si jamais ça se gâte, on va dire qu'on aura averti. La CAN ne se joue pas sur des champs de guerre. Il y avait certaines parties du Cameroun où on pouvait bien aller faire cette CAN-là. Même en jouant là-bas, étant gardés par les soldats camerounais, les joueurs ne peuvent pas se donner à fond. Ils auront peur. Ils auront peur parce qu'ils vont se rappeler des malheurs
zone enclavée de Cabinda qui aussi revendiquaient le séparatisme. Donc eux aussi disaient, nous, faites votre canne à Luanda, mais ne le faites pas chez nous. On avait averti à la CAF, on avait averti au monde entier, on avait averti aux délégations, qu'importe, le pouvoir central angolais, avec Dos Santos qui se voyait très très fort et qui disait qu'il va écraser tous les terroristes et que toutes les dispositions étaient prises, eh bien, ils avaient organisé la CAN. Et le 8 janvier 2010, l'irréparable s'était produit. Beaucoup se rappellent ou ont oublié que c'est ce jour-là. Je vous dis que la CAN débute le 9 janvier au Cameroun. C'est un petit rappel. Ce jour-là, c'était à la veille, donc c'était le 8. Lorsque l'équipe du Togo, les éperviers, voulant regagner, bien sûr, leur lieu de compétition, et bien gardés par l'armée, les forces de sécurité, escortés, contrairement à ce que beaucoup ont voulu raconter. Parfois la CAF a dit, non, il fallait qu'ils prennent l'avion, ils avaient couru le risque, mais ils étaient escortés par les forces de sécurité angolaises. Ils étaient arrivés dans un bosquet, ils ont entendu un premier coup de feu, et ils ont même rigolé les joueurs, parce qu'ils croyaient que la guerre c'est une blague. Et puis, bam, les mitraillettes, les kalachnikovs, le chauffeur avait été atteint. Mais le premier à tomber, c'était l'entraîneur adjoint. Mort. Sur place. Le responsable de la presse, donc de la communication, mort. Sur place. Les joueurs étaient terrorisés et pleuraient. Et d'ailleurs, le gardien de l'équipe nationale du Togo, Abilale, à Dovi, il fut transpercé par des balles. Il n'a eu qu'une vie gâchée, même s'il a été sauvé, transféré en Afrique du Sud. Il n'a jamais oublié et il est une épave humaine aujourd'hui sur cette CAN qui s'était jouée en territoire de Gaïa. Cette CAN doit être rappelée. Parce que celle du Cameroun se joue également dans les mêmes conditions. Sauf qu'en Angola, c'était moins violent. À Cabinda, c'était moins violent. Les joueurs togolais avaient été pris au piège pendant entre 30 et 40 minutes avec des coups de feu entre l'armée et les séparatistes. Ils étaient obligés de rentrer au Togo sans même jouer, parce que le gouvernement avait déclaré des journées de deuil national et que les joueurs devaient venir assister à l'enterrement de leurs. Ils ne pouvaient plus jouer. Jusqu'à ce jour, les coéquipiers d'Emmanuel Adebayor qui avaient échappé, et même quand nous étions dernièrement au Niger, n'ont jamais oublié ce côté de leur vie. Ceux qui s'amusent donc aujourd'hui à ne pas prendre des menaces au sérieux, alors qu'à Yaoundé même il y a l'insécurité, alors qu'on voit comment est-ce que les engins explosifs improvisés détruisent les chars de l'armée camerounaise, alors qu'on voit comment les gens du pire subissent des attentats, alors qu'on voit comment est-ce que les séparatistes maîtrisent aujourd'hui des techniques de combat, on devrait avoir peur de cette canne. Oui, la canne peut être sucrée pour certains, mais elle sera amère pour beaucoup. Beaucoup parce que
déjà cette délégation qui seront de ce côté-là ne sont plus rassurés. Mais aussi parce que de ce côté-là, beaucoup ne pourront même pas aller au stade de par des conditions qui seront créées et de par la peur qui va régner de ce côté-là. La CAN, c'est bien d'accueillir la compétition de la fraternité, de l'amitié. Mais que peut-on faire des jeux sur des rivières de sang? Peut-on faire circuler le ballon sur les monts de cadavres? Peut-on être content de soulever un trophée alors que d'autres sont en train de pleurer leurs parents, leurs mamans, leurs enfants exécutés ou réfugiés dans des bourses? C'est pour cela d'ailleurs que le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, a opté pour lancer le boycott de la CAN. D'autres d'ailleurs, comme le père Ludovic Lando, ont dit opération stade mort. Bien évidemment, on peut remplir les stades comme on veut. Mais est-ce cette image, ces images d'un Cameroun divisé qui va faire notre fierté? Est-ce cette image d'un pays qui a de beaux stades, mais où on est privé de liberté, qui va faire que nous soyons respectés dans le monde entier? L'image aussi que le Cameroun devrait vendre, c'est l'image d'un pays de liberté, de démocratie. Il ne peut avoir prospérité lorsqu'un peuple est esclavagisé. Il ne peut avoir une image de gloire lorsqu'un peuple est soumis à la tyrannie. Il ne peut avoir de belle image d'un pays lorsqu'on défend à un peuple de manifester au risque d'être emprisonné, condamné à mort ou condamné à 5-7 ans parce qu'on a voulu peut-être marcher pour aller au stade. Parce que peut-être qu'on a voulu marcher pour dire j'ai faim. Parce qu'on a peut-être voulu marcher pour crier le ras-le-bol pour demander la fin de la guerre. Oui, c'est malheureusement ça que les étrangers aujourd'hui se rendent compte que le Cameroun ne blague pas en matière de liberté, que c'est un pays liberticide. Bibou Nissak, professeur Fogui, rien qu'en évoquant ces noms, ça fait honte. Ça fait honte à moi. Ça peut faire la joie d'autres de condamner des gens qui n'ont tué personne, qui n'ont pas volé. Non. Des gens qui ont juste dit, nous aurons l'intention de marcher pour revendiquer le vivre ensemble, la fin de la guerre dans les régions anglophones, le code électoral consensuel. Rien que cela a fait que les militants du MRC, les cadres de ce parti,
et d'autres soient non seulement arrêtés, mais condamnés aujourd'hui. Et leur condamnation est une déclaration de guerre en pleine canne. Parce que c'est une provocation. Condamner des innocents. Alors qu'en même temps, on laisse ceux qui ont volé tout l'argent du Covid. On laisse ceux qui ont détourné 3 000 milliards pour la canne. On laisse ceux qui tuent les enfants. On laisse ceux qui ont brûlé les sous-préfectures. Ceux qui ont séquestré les ministres de la République dans les mosquées. Les ont imposé des lampes tapettes. Et ils les ont enlevés, les preneurs d'otages du Sud. C'est quelle justice? Quand les injustices se multiplient, eh bien, le peuple a le droit de se révolter. Cette fois-là, ce ne sera pas tentative de rébellion ou de sédition ou tout ce qu'ils veulent, souvent utilisé comme condamnation ou bien fallacieux prétexte pour jeter les gens en prison. Lorsqu'on appuie fort, un peuple finit par redresser sa tête et dire mieux je meurs cette fois-ci. Et aussi, nous avons appris que le SDF, par le truchement de Nietzsche, l'honorable député valeureux, entreprenait, engageait les marches juste le 8 janvier, la veille de la CAN. Une demande d'autorisation, ou alors 2 demandes d'autorisation ont été déposées auprès du sous-préfet de Douala 1er et de Douala 3e. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Certainement, ils vont dire non, puisque même si la Constitution reconnaît que le peuple camerounais a le droit à manifester, mais nous sommes tellement arrivés à un empire du moboutisme que personne n'a plus le droit de marcher. C'est oui, c'est du RDPC qui disent que oui, les infrastructures de la CAN sont bien, Paul Biya est gentil, c'est le plus beau, c'est un ange. Laissez organiser. Dès que c'est l'opposition, non, prison. Parce qu'on veut traumatiser ceux qui revendiquent leurs droits. Parce qu'on veut effrayer le peuple. Parce qu'on veut procéder par les intimidations. Mais ces intimidations ne marcheront plus. C'est l'occasion plus que jamais de dire non à 60 ans, donc 40 ans complets de dictature de la part de Paul Biya. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le peuple doit désormais savoir que quand les gens viennent à Yaoundé, à Douala, c'est l'occasion pour ce peuple-là de se lever, de se mobiliser. N'ayez pas peur, ce n'est pas parce qu'ils ont condamné ces gens-là. Ces condamnations de Bibou Nissak, ou encore de Maître Awassoumi Spa, qui est certainement déjà en fuite, du professeur Fogué qu'on a sorti de l'université. Il était chez Kamto. Bibou Nissak était chez lui. On les condamne à 7 ans. Mais attendez, même Shakiro qu'on avait arrêté là, n'est-ce pas qu'on l'a condamné à 5 ans? Il n'est pas dehors. Mais c'est le Bibou Nissak
les autres, tentative, vous les prenez chez eux. Peuple camerounais, si ce n'est pas toi aujourd'hui, sache que demain, ce sera toi ou ton frère qui sera condamné. Parce qu'il n'y a plus de justice. C'est les lions qui dévorent les lièvres, qui mangent tout le monde, qui vous broient. Défendez votre justice, défendez votre dignité, et surtout qu'on ne se fasse plus railler. Voyagez, vous allez voir comment on parle du peuple camerounais. Ce peuple était respecté, ce peuple était reconnu comme le peuple des combattants. Oui, parce que ce soit les Ernest Boisier, Osena Fana, Nyobé, le peuple camerounais ne se laissait pas piétiner. C'est un peuple qui a inspiré les Nelson Mandela, qui savait se lever. Aujourd'hui, est-ce normal qu'on nous prenne uniquement comme des buveurs de Dontol, des abonnés dans des bars, un peuple zombifié, incapable de crier son indignation? Est-ce normal qu'on continue à condamner des innocents, à les maltraiter? Est-ce normal que ça a Tangandi, un bandit de grand faux chemin, qui donne des leçons de morale dans un pays comme le Cameroun? Est-ce normal qu'on nous dise qu'en 90, Paul Biya raconte qu'il a apporté la démocratie au Cameroun et qu'aujourd'hui on soit condamné parce qu'on est un parti de l'opposition? Est-ce normal que quand vous sortez de quelque part, dès que vous dites Camerounais, on dit c'est là, on nous chasse de la Guinée équatoriale, on nous chasse du Tchad, on nous chasse du Gabon, on nous chasse de Dubaï. Les Camerounais n'ont plus le droit d'entrer à Dubaï, on ne vaut plus rien. Vous allez dire que c'est à cause de qui? C'est à cause de moi? C'est à cause de Kamto? C'est à cause de nos dirigeants. Et à une certaine période, vous devez dire non. Je vous vois, vous êtes en train d'acheter, d'aller composer, de monter les dossiers. Nous voulons entrer à la police. C'est ça qui vous préoccupe? Vous voulez entrer dans la police? Il y a 2500 places. Parce que votre rôle, c'est de venir taper vos frères. Ou alors on va vous envoyer en guerre, dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ça votre avenir. Servir des vieillards. La jeunesse. Ils sont 198 000 aujourd'hui. Allez faire des dossiers pour la police. Le concours. Les dossiers, c'est jusqu'en janvier. Le régime les piège comme des enfants, comme des petites mouches. Ils seront combien en janvier? Plus de 300 000. Et un dossier, c'est 35 000. Vous savez ce que ça va faire? 9 milliards dans leur poche. Et vous ne passerez pas. Vous préférez aller en guerre. Vous préférez le recrutement militaire. Jeune Camerounais. Le recrutement militaire là, avec le petit salaire, tu vas, on te tue. Ta vie est finie. Tu n'as même pas 25 ans. Mieux tu marches, on te met en prison. Et le jour où tu sortiras. Et si jamais on met 5 000 Camerounais en prison, eh bien, où auront-ils les places pour vous placer? Déjà la prison de Kondengui est pleine. Ici, ils cherchent déjà à envoyer les gens à Yoko. Yoko est même plein. Ils ne savent plus là où ils vont parquer les prisonniers. Mais vous êtes actuellement 198 000. Vous allez
dire, est-ce normal que j'ai déjà échoué 5 fois à des concours? Est-ce normal que les salaires n'augmentent pas et je suis fonctionnaire? Mais c'est les denrées alimentaires qui augmentent. Je suis dans la misère. Tous mes enfants sont dans la galère. Ils n'ont aucun parcours scolaire ou universitaire. Même quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Que faut-il vous dire? Rejoignez l'honorable Nietzsche. Il ne va pas marcher seul. Rejoignez et honorez vos ancêtres, les Oumyobé et autres. Honorez les combattants de la liberté. Vous ne devez pas vous faire écraser comme des punaises. Quoi? Vous n'êtes pas des chics. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes des êtres humains. Et vous êtes dans votre pays. Regardez ce qui s'est passé pour Olivier Bipouni-Sak. Alors que le code de procédure pénale vous dit dans son article 119 que on ne peut pas passer un certain délai dans la prison, que les gardes à vue c'est 48 heures. Et que dès que la procédure est viciée, eh bien, on prend, on jette dans la poubelle, on est libéré. Mais Olivier Bipouni-Sak a fait combien de temps après son arrestation? Il a fait combien de temps? Il a passé 42 jours au sel. Vous avez vu ça dans quel monde? Le professeur Foguet, qui était chez Kamdo, a passé 43 jours au sel. Et il y a même 2 qui ont été arrêtés à la poste centrale. Et ils ont passé 58 jours au sel. Non, à la police judiciaire. Tout ça vous laissez. Vous trouvez que c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Que la justice doit faire comme elle veut. Chez vous, on appelle. On dit oui. Condamnez-moi à tel machin et tout. On le condamne. Après on dit étudiant aussi appelé. Oui. On dit que la justice est indépendante. Hein? Mais on dit que c'est étudiant qui a décidé. Que c'était le ministre qui a décidé. Et vous continuez à rester comme ça. Comme les classes. Que personne ne doit parler. Regardez dans quelles conditions ces gens vivent. Des conditions inhumaines, dégradantes. Est-ce que vous savez que la prison de Kondengui n'a pas d'eau depuis 1 mois et demi? 1 mois et demi dans une prison sans eau. Pour vous laver, l'eau vient de l'extérieur. On vend des bidons de 10 litres, de 20 litres, entre 200 et 500 francs. À la prison de Kondengui. Regardez comment ils sont entassés. Au quartier 1, 500. Alors qu'ils devraient être là, maximum 50. Au quartier 3, 630. Au Kosovo, plus de 3000. Et il n'y a pas de toilettes pour chasser les excréments. Les gens vivent au milieu du WC. C'est jeudi 30. C'est là où un camion citerne est arrivé à Kondengui. Garé de l'extérieur. Et on balance le tuyau pour que les gens aient quelques gouttes d'eau. L'eau rouge.
On ne sait même pas là où ils ont pris ça. Et vous pouvez attraper, les amis, la typhoïde. Et quand vous tombez malade, vous n'avez rien. Mais on vous prescrit juste des médicaments que vous devez acheter à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas sortir. Ils ne vous libèrent pas. Donc il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir prendre votre ordonnance. Et pour que vous sortiez de votre quartier, pour aller seulement dans ce qu'on appelle la cour. À Kondengui, ils ont organisé une mafia. Vous devez payer 100 francs. Il y a 14 portes. Imaginez tout le monde qui est là-bas. Toute la prison de Kondengui n'a même pas été construite pour 1000 personnes. Mais lorsque vous vous retrouvez avec plus de 7000 personnes, on peut vivre comment? Voilà les conditions dans lesquelles Bibounissa, le professeur Foguesson, ils n'ont pas moyen de se brosser les dents, de se laver, de manger alors, c'est autre chose. Et même dormir. À Kondengui, pour avoir un lit, dès que vous sortez du parquet, on vous envoie dans ce qu'on appelle la cellule de passage. Après la cellule de passage, eh bien, vous vous retrouvez dans un endroit où on va vous dire, bon, maintenant, il faut négocier pour que vous puissiez être affecté dans un quartier. Pour aller tout simplement au quartier 3, vous devez payer au CEDAC. Le CEDAC, c'est l'adjoint du régisseur Sangabou. Le régisseur Sanga du Nord. Amadou m'a dit, je mange. Et il mange. Là-bas, c'est 95 000. Pour être au quartier numéro 3. 95 000 que vous devez payer. Si vous voulez aller dans ce qu'on appelle le quartier spécial 11, 12, 14, ça coûte entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Comme un hôtel, hein? Ça reçu. Cet argent, vous le donnez au CEDAC. Et le CEDAC se partage avec l'administration. Mais j'ai dit que concernant le quartier 3, c'est 95 000. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous arrivez dans votre quartier, il y a les frais de mairie qui sont 10 000. Et puis il y a les frais locaux. Les frais locaux, c'est entre 25 000, entre 15 000 et 25 000. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque samedi, vous devez aussi donner 100 francs, soit disant que c'est pour les gens qui viennent nettoyer la prison. Voilà donc un commerce que l'État du Cameroun organise à la prison centrale, dans les prisons camerounaises. C'est officiel. Nous nous retrouvons dans des conditions où vous constatez que la prison aujourd'hui est devenue juste un instrument où non seulement ils vous exploitent, ils vous tuent, mais surtout ils se font du pognon. Vous vous rendez compte? Si on multiplie 95 000 fois 630 personnes, rien que au niveau du quartier 3, on obtient combien? Si on multiplie, vous voyez. Et pendant ce temps,
Quelqu'un tue une femme en dia, son épouse. On l'envoie en prison. Il va au quartier numéro 1. Il voit le régisseur. Il lui donne de l'argent. Parce que pour avoir aussi ce qu'on appelle, quand vous êtes déjà même dans un truc, on appelle ça le mandat. Et le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est cet endroit où on dit que c'est un petit lit comme ça. Et le petit lit là, c'est entre 50 000 et 65 000 francs. Pour avoir un lit, sinon vous dormez par terre. En prison. Vous êtes supposé être hébergé par l'État. Mais vous partez et on vous soumet à ces choses-là. Notre pays. Et comme je vous disais, c'est lui qui a tué sa femme, assassiné, après avoir engrossé notre femme. Il n'a même pas passé 2 semaines à Kondengui. Il a donné 5 millions au juge. On est venu faire qu'ils sortent. Ceux qui sont partis braquer pour 200 millions, ils sont dehors. Mais Bibou Nissa, Fougué et les autres, parce qu'ils ont marché, on dit qu'ils méritent la prison. Et ce n'est pas seulement ça, parce que vous allez voir que même les enfants subissent cela. On arrête ceux qui n'ont pas de moyens. On les bloque là-bas. On dit, bon, écoutez, vous avez été arrêté parce que votre pièce d'identité est déjà périmée. La pièce d'identité est périmée. On vous envoie en prison. Dans votre pays, on connaît votre village. Vous parlez votre langue. Comment va-t-on parler dans de telles conditions? D'un pays de liberté. C'est mort. Oui, le Cameroun doit se refaire. Oui, le Cameroun doit se régénérer. Ceux qui sont là pour voler, ils sont applaudis. Mais ceux qui n'ont rien fait, ils sont en prison. Et aujourd'hui, quand on voit encore ce qui est en train de se passer, regardez comment les Comores sont en train de parler de nous. Les Comores. Les Comores ont accusé le Cameroun et la Confédération africaine de football de leur avoir donné un bus qui avait un drapeau qui n'est même pas le leur, qui n'a même pas la couleur blanche de leur drapeau, et qui de surcroît a les images des supporters sud-africains. La honte. Quand un pays n'est pas sérieux comme ça là, comment est-ce que vous voulez que les pays, vous avez préparé une canne, mais vous ne connaissez même pas les équipes que vous devez accueillir? Et au-delà de ça, j'entends que, oui, il y a les bus qui sont arrivés et que c'est Samuel Eto'o qui a offert un bus maintenant à la Fédération camerounaise de football. Mais je suis ahuri. Mais vous vous rendez compte? Les bus, le Cameroun a sorti de l'argent depuis 2016 pour des bus neufs. Le 30 août 2016, mais Bengo, qui est actuellement en prison à Kondengui, nous annonçait la création d'une société qu'on appelait STECI, c'est-à-dire que la société de transport urbain et puis de bus, et que cette société-là devait permettre à l'État du Cameroun de pouvoir avoir un certain nombre de bus au standing. C'est ce qu'on nous avait dit. Et on nous avait dit que c'est pour la CAN féminine 2016 et aussi la CAN masculine de 2019. On nous a dit que c'était pour 150 bus. On a fait sortir l'argent de la Société Générale et d'Afriland. 30 milliards. Après, on nous a dit que ces bus-là devaient arriver au plus tard le 2 décembre 2016. Qui devait avoir d'abord
99 bus. Où sont ces bus? On nous a dit que ça va arriver, ça va arriver. On nous a présenté comment est-ce que la société là allait construire, que c'était avec l'association, avec une société portugaise qu'on appelait Exim. Et puis qui finissait par Mota. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors que c'était un prête-nom des membres du gouvernement. Et ils ont fait sortir 30 milliards. Aujourd'hui, il n'y a pas de bus. C'est ce qu'on est en train de nous montrer là, que c'est des bus neufs. Qu'ils nous montraient d'abord les premiers bus qui devaient être livrés. Ils nous ont dit que ça devait être des bus avec des moteurs de Mercedes. Que 99 devait d'abord arriver et après, les autres devaient compléter et qu'ils devaient construire 579 stations, 72 terminaux, sans oublier qu'il y avait 60 kiosques à journaux qui devaient être construits. Aujourd'hui, le Sénégal, lui, inaugure le TR. Mais le Cameroun, après avoir fait sortir 30 milliards, les bus sont portés disparus. Et c'est Samuel Eto'o qui vient maintenant nous offrir un bus. Mince. Mais le problème c'est quoi? Vous n'allez pas voir notre justice s'occuper de ça. Vous n'allez pas voir nos députés s'occuper de ça alors que l'article 35 de notre Constitution dit que les députés ont le devoir d'interpeller le gouvernement par des questions orales ou écrites à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la dernière fois, quand ils ont voulu tenter cela, c'était en juin 2021, pour le Covid, eh bien, on a retiré ça. On a dit, allez, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas interroger les membres du gouvernement. Mais voilà les bus qui sont portés disparus. Nous, on est en train de parler d'un bus de 70 places que Eto'o a offert, alors que c'est nous qui devions avoir des bus de 91 places qui devraient être non seulement à Douala, Yaoundé, mais aussi à Yaoundé. C'est ce qu'on nous avait dit, puisque ces bus ne devaient pas seulement servir aux populations, aux délégations, mais aussi aux populations. Comment on va se déplacer pendant la canne? C'est avec les vieux taxis là. On va faire comment pour désengorger les villes? Lorsqu'on sait par exemple que le train qui part de Ngaoundéré pour venir à Yaoundé, 622 km, c'est-à-dire que les rails qui avaient été construits à l'époque par Amadou Ahidjo, mais qu'il faut passer 15 heures de temps. Comment un supporter va quitter les Yaoundé pour aller à Garoua? Comment il va partir puisqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de bus, il n'y a rien? Mais on s'en fout. Tout le monde a volé. On préfère prendre les petits qui n'ont pas volé, qui dénoncent le vol. C'est eux qu'on met en prison. Je pose donc la question aujourd'hui, chers magistrats qui aimaient le pays, où sont les bus, puisque d'abord la première société qui était là, qui s'appelait même bus, on nous avait dit que c'était les Américains. De 2005 à 2015, vous avez fermé ça, alors qu'ils avaient 48 bus. Parce qu'il fallait monter l'autre fausse société et voler 30 milliards. On a déjà oublié ça. Mon pays. Je serai un peu long aujourd'hui. Parce que certainement, dans les dossiers noirs du samedi soir, je n'aurai pas... Parce que dans les circonstances que tout le monde connaît, qu'il y a des réjouissances, je n'ai pas certainement beaucoup de gens, beaucoup de temps pour développer. Celui-là, c'est concernant justement cette façon qu'on est en train de dilapider de l'argent. Et dont la première dame, Chantal Biya, est à la tête de ce gars. Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui se passe en ce moment. La première dame, Chantal Biya, a carrément pris ce qu'on appelle l'exécutif floor. Là où il y a les hommes d'affaires, doivent loger les hommes d'affaires au Hilton pour en
en faire une propriété privée. L'office de Chantal Biya, par exemple, loge aux frais du contribuable camerounais dans une suite présidentielle. Oh, il donne, pas que lui, mais sa femme, depuis plus d'un an, Frank Hertz, et sa femme est en train d'attendre le 7e enfant. La seule chose que le chômeur là sait faire, c'est mettre les enfants. Voilà dans notre pays. Alors que ça coûte très cher à l'État. Elle prend une infirmière qui lui achète maintenant les sacs ici. C'est elle qui fait les courses. Partout. Aux Champs-Élysées ou encore Galerie Lafayette, achète des sacs et des sacs. Elle travaille au Kremlin-Bicêtre. Si la base veut, je donne l'adresse. Cette dame est actuellement au Cameroun. Elle maintient des suites présidentielles pour elle. Travaillant en France. Une infirmière. À côté d'elle, elle a la garde présidentielle. À côté d'elle, elle a une Mercedes 500 qui l'accompagne de partout. L'argent du contribuable camerounais. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui logent là-bas. Et j'ai dénoncé la dernière fois ici comment est-ce que la première dame utilise l'argent du contribuable camerounais avec son neveu Mondoulou. 1 milliard rien que pour les champagnes. On passe par derrière, on prend les rétro-commissions. Alors que même s'il faut acheter les boissons au palais, on passe par Castel, qui emploie des Camerounais. Mais Mondoulou, le neveu de Chantal Biya, ne parle que milliards. Voilà comment est-ce que notre pays vit. Le Hilton est devenu la propriété de la première dame. Bam, tu vas loger là-bas. Et c'est l'État qui paye. Nous sommes en train de vivre une situation qui nous rappelle celle de Grace Mugabe. Parce qu'exactement Grace Mugabe a aussi bénéficié des mêmes traitements. Et elle a eu aussi à prendre le pouvoir sur son mari, qui était plus âgé qu'elle, de 40 ans. Chantal Biya, ne l'oublions pas, quand Paul Biya l'épouse le 23 avril 1994, à 24 ans. Mais 2 ans après, elle avait déjà commencé à prendre le pouvoir. En mettant sous tutelle les Bénin et Boudou, en chassant les Mbongo, et en faisant que sa famille s'installe. Le palais présidentiel, comme je l'ai dit, est entre les mains de la famille de la première dame. On contrôle tout. Chantal Biya a réussi à installer un autre gouvernement au Cameroun, à travers ce qu'elle appelle le CERAC. Elle a pris toutes les épouses des ministres qui doivent cotiser 25 millions. Elle a une ONG. Elle a le marché qu'elle appelle Synergie. C'est elle qui dirige. C'est elle qui fait nommer tel. C'est elle qui nomme ceci et cela. Et ceci, c'est depuis l'argent du contribuable camerounais. Elle avait ruiné le FECOM. Quand elle appelle un dondon, que oui, envoie-moi telle somme d'argent, envoie-moi ceci et cela. Quand on a pris dondon, on dit que c'est la première dame qui m'a demandé d'envoyer de l'argent et puis on lui a dit qu'elle vient pas d'abord en prison. Elle-même, elle avait éteint ses 2 téléphones. Regardez même ses coiffeuses, Gisèle et les autres. Dans quelle opulence ces gens vivent. Regardez les Oswald Babouké. Des maisons avec des pistes d'atterrissage. Elle a mis tout le monde au palais. La femme de Bidumba, Abissou Bidumba, qui est devenue conseillère de Biya, conseillère au palais. Tout est... C'est hallucinant. Cette canne qui a échoué, c'était à cause de qui? Chantal et Ngongo, qui ont créé la task force, qui ont détourné, et les enfants de Chantal étaient dedans. Mais pourquoi les enquêtes ne sont pas allées loin?
Parce qu'effectivement, on voyait qu'elle a vu que non, elle a dit à son mari, non, 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 si tu engages ça, tu es fini. Et au lieu d'arrêter Ngongo, directement, on a fait la promotion en Ngongo. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Bidumba, qui est aussi là dans les fonds marchés. Bon, même promotion. On a enlevé un peu le ministre des Sports, là on est parti au parcours au niveau de la culture. Comment un État peut être dirigé par la première dame? Et les Camerounais sont là. Mais non! Grace Mugabe avait essayé cela. Et pour nous obtenir le doctorat en 3 mois. Grace Mugabe, on l'appelait aussi qui? Guchino. Et c'est ce que je voudrais rappeler à la première dame aujourd'hui. De se rappeler qu'à partir de 2017, 2014 même, Grace Mugabe, elle aussi, elle dirigeait bien la Ligue des femmes. Elle avait appris tous les ministres. Elle faisait nommer, défaire les vice-présidents. Et elle avait même officiellement dit à son mari que donne-moi ta place. Tout le monde était au pas. Mais à 93 ans, manipulant Mugabe, un beau jour, l'armée s'est levée et l'armée a déposé Mugabe. Où est Grace Mugabe aujourd'hui? Dans tous les rapports, n'était-elle pas très riche? Ne contrôlait-elle pas tout le pays? Ne se faisait-elle pas applaudir? Chantal, vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez aujourd'hui. Vous pouvez voler tout ce que vous voulez aujourd'hui. Vous pouvez prendre le Hilton, prendre le palais, contrôler la SNH, contrôler toutes les sociétés. Mais sachez que le jour où Biya va tomber, vous serez la première à prendre la poudre d'escampette. Comme Grace Mugabe. Oui, elle aimait aussi des belles coiffures extravagantes, des beaux sacs et tout ça. Mais ce qui est arrivé à la poule finit toujours par arriver au canard. J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine pour les dossiers noirs du samedi soir, tout en vous souhaitant déjà bonne année.